Qui n'a jamais entendu une personne dire fièrement « j'ai investi tout mon argent dans le S&P 500 et je ne cherche même pas à diversifier ». Ou une autre, conseiller de toutes ses forces alors que son background économique se limite à des cours d'école à 15 ans, franchement, prends-toi pas la tête, mets tout ton épargne sur le S&P 500. Ils sont gentils ces génies, mais vous ne devriez jamais investir sans vous informer davantage. Et savez-vous ce qu'est vraiment le S&P 500 ? Et d'ailleurs, eux aussi, savent-ils vraiment ce qu'est le S&P 500 ? Ensemble, nous allons voir son histoire, son calcul, ses entreprises, ses avantages, ses limites et aussi comment profiter financièrement de sa croissance exceptionnelle. Avant de commencer, je fais mon petit sondage. Avez-vous déjà investi dans le S&P 500 ? Et si oui, quelle proportion occupe-t-il dans votre portefeuille ? Êtes-vous plutôt sur quelques pourcents ou avez-vous placé tout votre argent sur l'indice ? Laissez votre réponse dans les commentaires, ça sera intéressant de voir comment le public qui regarde ce type de vidéo considère le S&P 500. On va d'abord voir les bases. Qu'est-ce que le S&P 500 ? Le S&P 500, ou le S&P 500 en anglais, ou Standard & Poor's 500 si vous aimez appeler les choses par leur nom le plus long, est un indice boursier qui regroupe les 500 grandes entreprises des États-Unis. Toutes les entreprises dedans sont des large caps, c'est-à-dire des grandes capitalisations boursières, car le montant des actions existantes multipliées par leur valeur représente un trésor digne de Picsou, ou Uncle Scrooge si vous préférez regarder le dessin animé en anglais. Dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer quelques exemples de ces grandes capitalisations, qui sont un mélange de sociétés très connues et d'autres que, à mon avis, presque personne ne connaît dans mon audience. Créé en 1957, le S&P 500 a vite dépassé la popularité du Dow Jones, même si le Dow, pour les intimes, n'a pas été mis aux oubliettes et sert toujours. L'indice du S&P 500 fonctionne comme un indice. En gros, il est calculé en fonction de la valeur totale des actions des entreprises qui la composent. Si la valeur totale des actions augmente de 10%, l'indice augmente de 10%. Devenu désormais l'indice de référence, le S&P 500 est souvent utilisé pour juger la performance d'investissement sur les actions américaines. Ainsi, si un gestionnaire d'actifs place son argent sur des entreprises américaines et fait du plus 6%, alors que le S&P 500 fait seulement du plus 5%, on dit qu'il surperforme l'indice. Il peut alors fanfaronner, se présenter comme la crème de la crème et attirer plein de nouveaux clients. Mais bien plus souvent, les gestionnaires sous-performent l'indice, notamment parce qu'ils prennent des frais, disons, importants. Pourquoi le S&P 500 a été un tel succès ? Parce qu'il est le meilleur indice pour prendre le pouls et profiter de l'élan de l'économie américaine. Il englobe des sociétés dans des secteurs variés, technologie évidemment, industrie, commerce, finance, santé. Ce seul indice couvre près de 80% du marché boursier américain. On peut dire que miser sur le S&P 500, c'est miser sur les États-Unis. Pour figurer dans l'indice, une société doit être des États-Unis, avoir des bénéfices récurrents et avoir en 2025 une capitalisation boursière de 14 milliards de dollars US au minimum. Ce montant minimal évolue. Il y a quelques années, il était de seulement 11 milliards. D'autres critères entrent en ligne de compte comme le niveau de liquidité et un nombre minimal de parts pour s'assurer que le titre peut être échangé activement et facilement. Parmi les sociétés les plus connues présentes dans l'indice, vous avez Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, la société derrière Google, Meta, Netflix, Mastercard. Mais le grand public ne connaît pas toutes les grandes sociétés américaines. Ainsi, la plus grosse capitalisation actuelle boursière, j'imagine que beaucoup de personnes ne la connaissent pas. Nvidia. Si vous ne faites pas du jeu vidéo, de l'informatique ou si vous ne vous intéressez pas à la finance, vous ne connaissez peut-être pas Nvidia. C'est la même chose pour la boîte d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, l'entreprise d'édition de logiciels Palantir ou même Cisco Systems, Salesforce, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Ces noms vous disent-ils quelque chose ? Eh bien, sachez que quand vous prenez du S&P 500 avec un ETF indiciel, vous achetez majoritairement ces valeurs qui valent toutes plus de 200 milliards de capitalisation boursière chacune. Et quand on s'intéresse aux capitalisations de moins de 20 milliards, les pauvres, c'est encore plus dur de connaître les entreprises. Des exemples, Market Access, avec 2 S, Match Group, Mohawk Industries, Enphase Energy. Les grandes comme les petites entreprises à l'intérieur de l'indice ne sont pas figées. D'ailleurs, il y a 50 ans, le S&P 500 contenait principalement des titres de sociétés industrielles. Mais puisque l'économie américaine a évolué et que le S&P 500 reflète cette économie, il a également évolué.
Désormais, vous avez une forte présence de sociétés technologiques. Elles représentent près d'un tiers de l'indice. Quand une entreprise ne remplit plus les critères que j'ai cités juste avant, elle finit par être remplacée par une autre société qui le fait. Maintenant, petite question. Est-ce que quand vous achetez une part de votre ETF indiciel classique sur le S&P 500, vous avez autant de Microsoft que de Mohawk Industries ? Pas du tout. Chaque société dans l'indice n'a pas la même influence. L'indice est pondéré par la capitalisation boursière, ce qui signifie que les entreprises ayant une valeur boursière plus élevée, comme Apple, Microsoft, Nvidia, ont un poids beaucoup plus important que les petites sociétés de l'indice. Dans les faits, si on prend les 5 plus grosses capitalisations actuelles boursières, cela représente entre 25% et 30% de l'indice. C'est énorme. C'est plus que les 300 entreprises situées entre la 200e et la 500e place. Cette pondération est essentielle pour comprendre pourquoi on dit que les grandes entreprises technologiques qui ont connu une forte croissance ces dernières années façonnent la performance globale du S&P 500. Cela peut offrir de grandes opportunités de croissance quand les meilleures entreprises sont en forme, mais aussi des risques si ces secteurs ou même ces quelques titres si importants connaissent une baisse ou encore pire, une crise. Si le secteur technologique revivait un crack comme celui de la bulle Internet dans les années 2000, l'indice prendrait une sacrée raclée. Mais ne soyons pas un oiseau de mauvais augure, croisons les doigts, peut-être que vous le faites si vous avez déjà investi dans le S&P 500 et voyons pourquoi vous avez investi, pourquoi investir dans le S&P 500 est toujours une bonne idée. Avant cela, je vous invite à appuyer sur le petit pouce pour indiquer que la vidéo vous plaît. Pour vous, ça prend 2 secondes et pour une chaîne comme la mienne qui vient de débuter, c'est super important pour le référencement. Donc si vous avez aimé le contenu, faites-le. Et encore mieux, je vous conseille, abonnez-vous. Je vous promets plein de vidéos dans les prochaines semaines sur les finances, l'économie et parfois sur un secteur encore plus niché, l'économie au Québec. Revenons à nos deniers. Pourquoi investir dans le S&P 500 ? Répondre parce que tout le monde le conseille n'est pas un argument recevable, même si je sais certains livres très populaires dans le rayon économie des librairies se contentent de dire « Investissez dans des ETF indiciels et votre Toyota deviendra une Aston Martin ». Voilà, 40$ le livre. Le S&P 500 est effectivement perçu comme un investissement sûr et rentable, et les arguments pour soutenir cette thèse sont plus solides que ceux de Colin Powell pour bombarder l'Irak. Tout d'abord, il offre une diversification automatique. En investissant dans cet indice, vous achetez une part des 500 entreprises les plus solides de notre voisin au sud. Et donc, une large gamme de secteurs dans l'économie la plus forte au monde. Vous êtes ainsi protégé contre les risques liés à une mauvaise performance d'une seule entreprise ou d'un seul secteur. Ensuite, et c'est surtout le meilleur argument, le S&P 500 a montré des rendements exceptionnels sur le long terme. Sur les 50 dernières années, cet indice a généré un rendement moyen annuel de 7 à 10% après inflation. Quel autre placement peut vous assurer un tel rendement régulier ? Il est largement supérieur à celui d'autres types d'investissements comme l'immobilier ou les obligations, alors qu'il est bien plus accessible pour les investisseurs particuliers. Il vous suffit d'avoir un compte de courtage, de placer un ordre en bourse en achetant un ETF indiciel et vous suivez l'évolution qui, par le passé, a été plus souvent positive que négative. Avec un tutoriel, même ma grand-mère pourrait le faire. Bien sûr, comme le dirait ou devrait le dire votre courtier, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Mais entre nous, il est aussi vrai qu'investir de l'argent dans un Connor McDavid plutôt que dans un Patrick Laine vous donne plus de chances de gagner la Stanley Cup. L'économie des États-Unis, malgré des périodes de turbulence, reste la plus grande et l'une des plus dynamiques du monde. Les entreprises du S&P 500 en plus sont des leaders mondiaux et leur performance est donc un reflet de l'économie globale en meilleurs, puisque ce sont les meilleurs, ce sont les Américains, on le retient. En tant que Français, si je compare le S&P 500 à l'indice phare de notre bourse de Paris, j'ai une petite larme à l'œil. Sur les 5 dernières années, 104% pour le S&P 500, 54% pour le CAC 40. Je précise que ce sont des chiffres tirés de juin 2025, date à laquelle j'ai prévu la vidéo. Ils auront sûrement évolué un peu, mais de là s'inverser, sauf apocalypse, arrivée de zombies ou maladie issue d'un pangolin, j'imagine que ce ne sera pas le cas. On peut aussi comparer les 104% du S&P 500 avec les pauvres 76% de l'indice japonais, le Nikkei 225. Les 64% de l'Eurostoxx 50 ou même, un peu la honte, les 42% du FTSE de la bourse de Londres. L'indice du S&P 500 est également positif si on le regarde à côté d'autres indices américains comme le Dow Jones qui fait seulement 74% sur la période. Je dis seulement 74%, c'est déjà pas mal par rapport au 440.
Seul le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, a fait mieux, avec plus 129%. Peu de personnes oseraient dire aujourd'hui que le S&P 500 est un mauvais investissement. Mais il y a quand même des arguments qui poussent en faveur d'une stratégie d'investissement plus élaborée que je mets tout mon argent sur lui. Et oui, c'est le moment d'attaquer dans notre matrice SWOT les Threats and Weaknesses. Bon, pardonnez-moi pour mon accent. Ce n'est pas une bonne idée d'avoir tous ces investissements dans le même pays, même si ce sont les États-Unis et qu'ils ont pris l'habitude de taper sur tout le monde en mode je suis le plus fort. Si le pays rencontre des difficultés comme une explosion des dettes des ménages, ce qui serait du déjà vu comme ils disent, ou même une phase de forte instabilité politique, vous serez totalement exposé aux conséquences. La forte exposition à quelques titres est également problématique. En effet, quelques titres valent plus de 5% de l'indice. Imaginez, 5% alors qu'il y a 500 entreprises dedans. Un tel mastodonte qui s'écroule après un scandale et votre S&P 500 serait éclopé. Je cite aussi une critique courante que j'entends depuis mes premiers investissements et que le S&P 500 est surévalué. Cependant, comme le prouvent les 104% sur 5 ans dont je viens de vous parler, soit l'affirmation était fausse en 2020, soit l'indice est désormais follement surévalué. Pour être encore plus complet, je peux aussi parler des critiques plus globales sur les investissements indiciels, où l'on profite certes des montées des indices, mais où l'on ne peut pas le superformer comme pourrait le faire un excellent investisseur qui ne choisit que les meilleurs stocks. Mais si vous me regardez, je présume que comme moi, vous n'êtes pas l'élite des investisseurs et qu'une stratégie passive avec un ETF indiciel est un meilleur choix que de tenter le stock picking basé sur des informations bancales, des sentiments ou même des lancers de pièces à pile ou face. Alors, comment investir dans l'S&P 500 ? La bonne nouvelle, c'est que c'est plus facile que jamais. L'une des méthodes les plus populaires et que j'ai déjà évoquée partiellement dans la vidéo est d'acheter des ETF indiciels ou des FNB indiciels pour fonds négociés en bourse. Ces fonds indiciels sont conçus pour répliquer les évolutions exactes du S&P 500. Quand l'indice augmente de 5%, votre indice doit normalement monter de 5%. Comment le fonds peut faire ça ? Tout simplement en achetant des parts de toutes les sociétés du S&P 500 et en ajustant constamment leur poids pour les avoir dans la même pondération que l'indice. Vous connaissez le jeu enfantin et terriblement énervant de répéter ou de faire tout ce que l'autre fait ? Eh bah, c'est exactement le principe d'un ETF indiciel avec son indice. Beaucoup d'ETF indiciels sur le S&P 500 existent. Quand j'habitais en France, j'avais du Lyxor, du Amundi, qui avait le mérite d'être éligible au PEA, un outil d'investissement en bourse avec une belle fiscalité. Depuis que je vis au Canada, j'ai plutôt du iShares, ou proposé par BlackRock, du Vanguard, mais ce sont loin d'être les seuls. En bonus, je fais une petite parenthèse sur une alternative peu connue, un format hybride pour ceux qui ne veulent pas de la pondération sur la grosseur de la capitalisation. Avec le S&P 500 Equal Weight Index, tous les titres, c'est-à-dire les 500, valent à 0,2%. Cela signifie que si Microsoft baisse de 10% et que mon fameux Mohawk Industries progresse de 10%, le S&P 500 Equal Weight Index est stable. Cette version peut plaire à ceux qui veulent éviter une surexposition, c'est mieux aux acteurs les plus connus. Mais sur les 5 dernières années, sa performance est en deçà de la version classique. Plus 83% contre plus 104%. À vous de voir s'il mérite une place dans votre stratégie d'investissement. En tout cas, quand vous souhaitez acheter des parts ou même comparer plusieurs ETF indiciels, vous devez regarder les performances passées, la liquidité du titre ou même la devise. Personnellement, j'ai à la fois du S&P 500 via un ETF en dollars canadiens et aussi via un ETF en dollars américains. Mais je vous conseille surtout de comparer les frais de gestion. Si vous êtes au-dessus de 0,25% pour un ETF indiciel, c'est bien trop, changez tout de suite. Si je prends le Vanguard S&P 500 Index ETF, coté en dollars canadiens et donc éligible à tous les régimes enregistrés canadiens comme le CELI ou le REER, vous êtes à 0,08% de frais. C'est ce type de frais bas que vous devez aller chercher pour ne pas handicaper votre rentabilité. Autre conseil, assurez-vous bien que vous choisissez bien un fonds indiciel et donc de la gestion passive. En effet, certains ETF sont en gestion active sur des titres du S&P 500 et n'ont rien à voir avec les ETF indiciels tant recommandés. Plus clairement, le gestionnaire ne réplique pas l'indice, il fait des choix dans la pondération, dans la sélection des sociétés issues du S&P 500 et les résultats ne reflètent pas le cours de l'indice. C'est problématique, ou en tout cas souvent problématique pour deux raisons. La première est que ce gestionnaire a beau avoir un CV de maestro de la finance, il risque, comme la majorité des gestionnaires, de faire moins bien que son indice. Pourquoi ? En partie à cause de la seconde raison. La gestion active signifie des frais plus élevés qui sabotent le rendement.
Pour le même motif, ne pensez pas qu'un fonds commun qui investit sur le marché américain est l'équivalent de placer votre argent sur le S&P 500. Car encore une fois, vous tombez sur la gestion active et des frais plus élevés, souvent autour de 2%. Alors rappelez-vous que mon ETF conseillé un peu avant, c'était du 0,08%, c'est pas du tout la même chose. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais envisager les fonds communs, mais vous devez le faire en connaissance de cause et avoir une bonne raison, comme un niveau de risque plus faible ou même une diversification accrue. Je termine par un dernier conseil quand vous souhaitez vous diversifier. Se diversifier alors que vous êtes déjà beaucoup exposé au S&P 500, ce n'est pas prendre du Nasdaq qui partage beaucoup de titres communs ou même du Dow qui se focalise aussi sur le marché américain. Encore pire, faire du stock picking en prenant des titres déjà présents dans l'indice et tout sauf de la diversification. Voyez plutôt pour d'autres marchés, d'autres secteurs ou même d'autres types de placements.